À présent, Christophe Fradelizzi qui nous propose une réflexion sur la figure de Palestrina dans l'esthétique musicale de Nietzsche. Doctorant en philosophie à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, Christophe Fradelizzi prépare une thèse intitulée Nietzsche et le problème de la communication sous la direction de Patrick Wautling, thèse qu'il soutiendra prochainement et nous l'en félicitons chaleureusement. Christophe, la parole est à toi. Bien, merci Ondine pour ces bons mots. Merci à tous d'être présents. Donc là, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites par Fabrice Grébert, notamment sur les questions qui ont été posées sur le rapport au texte. Évidemment, Wagner et la place qu'il occupe. Et donc, évidemment, il y a des choses qui vont être reprises, quand bien même l'intitulé que je propose s'occupe de réfléchir sur la place donc de Palestrina dans l'esthétique musicale de Nietzsche. Alors, la première chose, c'est que lorsqu'on envisage... Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème avec ce micro. Je vais rester comme ça. Lorsqu'on envisage l'esthétique musicale de Nietzsche, un nom domine par sa présence et par la valeur que notre philosophe lui confère. Et ce nom, c'est évidemment celui de Wagner. Le compositeur allemand, on le sait, est au cœur de la réflexion nietzschéenne sur la musique et plus généralement au centre d'une réflexion sur la culture européenne dans laquelle l'auteur de Lohengrin occupe tour à tour le rôle de celui qui réussit à opérer une véritable renaissance de la culture tragique pour quelques années plus tard, dans l'esprit de Nietzsche, devenir l'artiste décadent par excellence, celui que Nietzsche appellera le Cagliostro de la modernité, comme Fabrice l'a signalé tout à l'heure. En face de Wagner, comme il l'a été évoqué, comme son antithèse, nous trouvons à partir des années 80 Georges Bizet, l'auteur de cet opéra que Nietzsche se vantera d'avoir vu une vingtaine de fois, Carmen, œuvre qui porte en elle les valeurs saines et viriles du sud de l'Europe et qui s'oppose aux brumes nordiques de la musique allemande. Aux côtés de ces deux noms qui structurent la conception très spécifique que Nietzsche se fait de la musique, nous trouvons évidemment Bach, Beethoven, Liszt, Schumann, Chopin, mais aussi Haydn, Mozart, Brahms ou encore Rossini, liste bien incomplète au demeurant qui vient animer une incroyable analyse du rôle, de la fonction et de la valeur du musicien dans l'histoire de la culture occidentale et sur laquelle Nietzsche va constituer progressivement une véritable physiologie de l'art. On ne saurait oublier également que la musique, indépendamment de ses grands noms, est le point de départ d'un renversement qui prend corps dès la naissance de la tragédie et qui impose le primat du musical sur le textuel, le privilège de la mélodie et du rythme sur l'action et le narratif, les poètes grecs, qu'ils soient lyriques ou tragiques, étant le symbole de cette hiérarchie dont Nietzsche nous dit qu'elle a été purement et simplement oubliée, ignorée, voire refoulée par l'esthétique moderne. Alors, dans ce contexte à la fois complexe et multiple, de par les problèmes qu'il soulève, un nom apparaît de façon discrète, mais aussi de manière significative, celui de Palestrina. Compositeur italien de la Renaissance, connu notamment pour être un des premiers à mettre en musique le Stabat Mater du franciscain italien Jacopone da Todi, le nom de Giovanni Pierluigi da Palestrina apparaît sous la plume de Nietzsche à plusieurs reprises, même si le nombre d'occurrences de cette référence reste très limité dans le corpus. Pourtant, malgré sa rareté, elle est présente dès le premier ouvrage de Nietzsche, à savoir La naissance de la tragédie, revient dans Humain trop humain, ainsi que dans le premier appendice, Opinions et sentences mêlées, pour réapparaître finalement dans le cas Wagner, écrit durant l'année 88. Si donc le nom de Palestrina apparaît avec une grande parcimonie, il n'en reste pas moins présent d'un bout à l'autre de l'œuvre, et en son milieu, attestant ainsi d'une relative importance. Il s'agit donc ici d'interroger cette référence afin de comprendre comment et pourquoi Nietzsche, au milieu de tous les problèmes qu'il soulève relativement à la musique, fait intervenir cet artiste de la Renaissance dont l'œuvre est essentiellement marquée par sa couleur religieuse et son caractère sacré, posant ainsi la question de sa valeur, de sa fonction et de son statut au sein du corpus nietzschéen. À la question comment interpréter la présence de Palestrina au sein de l'esthétique musicale nietzschéenne, nous répondrons que la musique de ce précurseur du stile antico agit comme un modèle à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme antithèse à la culture d'opéra que Nietzsche critique dès son premier ouvrage.
Ensuite, comme modèle de perfection artistique, au sens où tout le développement de la tradition chorale du Moyen-Âge trouve justement son apogée dans l'art du compositeur italien, ce qui permettra d'ailleurs à Nietzsche de montrer que du point de vue de la musique, la Renaissance est bien une tentative ratée pour retrouver l'esprit de l'Antiquité. Enfin, que si Palestrina, dans la naissance de la tragédie, sert le projet esthétique du jeune Nietzsche, alors sous l'influence de Wagner et de Schopenhauer, il s'en suivra un retournement complet de perspective à cet égard, Palestrina venant jouer un rôle de rempart contre l'esthétique schopenhauerienne, d'une part, et celui d'antithèse au wagnérisme triomphant du début des années 80, d'autre part. Alors, avant d'aborder plus précisément la façon dont Nietzsche interprète la musique de Palestrina, et voir ainsi la fonction qu'il lui attribue dans le cadre de sa réflexion sur la musique, et encore une fois plus généralement dans le cadre de sa réflexion sur la culture, il n'est pas inutile de rappeler qui est ce compositeur italien auquel Nietzsche se réfère, puisque ce dernier, comme à son habitude, ne s'embarrasse pas de détails biographiques à son sujet, partant du principe que le musicien dont il parle est parfaitement connu de ses lecteurs. Pourtant, le nom de Palestrina est loin d'être une référence commune ou populaire, dans la mesure où, en tant que représentant de la musique ancienne et religieuse, il appartient à une tradition plutôt méconnue, du moins oubliée, déjà à l'époque de Nietzsche, et a fortiori, plus encore pour nous autres contemporains. Pourtant, Palestrina est bien tout à la fois un chanteur, compositeur et maître de chapelle incontournable de la Renaissance, figurant au milieu des Josquin-des-Prés et des Roland de la Susse comme une figure majeure de la musique du XVIe siècle. Alors, je donnerai d'abord quelques indications sur son parcours qui en disent long. Palestrina est repéré très tôt pour ses talents vocaux, et il entre en 1536, soit à l'âge de 11 ans environ, comme enfant de chœur à la basilique Sainte-Marie majeure de Rome, basilique particulièrement réputée pour le niveau d'excellence de sa chorale. Formé à la liturgie complète, à la grammaire et aux études musicales, Palestrina s'initie et se perfectionne aux techniques du chant grégorien et polyphonique, ainsi qu'aux connaissances théoriques nécessaires à leur pratique, au contrepoint, à la composition et à l'orgue, dont l'étude est alors obligatoire. À l'issue de cette formation d'excellence, commence sa carrière de maître de chapelle, et c'est dès l'année 1544 qu'il officie comme organiste et instructeur des chanoines à la cathédrale Saint-Agapi, pour 7 ans plus tard être propulsé à la direction du chœur de la chapelle Giulia de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ce poste est d'autant plus important qu'il vient juste après celui qui consiste à diriger le chœur pontifical, c'est-à-dire le chœur personnel du pape. L'importance de la chapelle Giulia n'a d'égal en l'occurrence que celle de Sainte-Marie majeure et de Saint-Jean de Latran, toutes trois possédant un chœur formé d'adultes et de jeunes garçons, là où la chapelle pontificale possède, elle, uniquement un chœur formé de chanteurs adultes, mais choisi parmi les meilleurs que l'Europe peut offrir. C'est d'ailleurs logiquement que Palestrina, dans son ascension fulgurante, intégrera quelque temps plus tard le chœur pontifical en tant que chanteur, cette fois-ci, sous l'impulsion du pape Jules III, qui avait déjà largement œuvré à son entrée à la basilique Saint-Pierre. Donc cette carrière de chanteur est toutefois de courte durée, puisque le pape meurt quelques mois plus tard et que Palestrina sera congédié du chœur pontifical sur décision du pape Paul IV, pour retrouver quelque temps plus tard un poste de maître de chapelle en la basilique Saint-Jean de Latran, continuer par la suite sa carrière à la basilique Sainte-Marie majeure où il avait fait ses années d'apprentissage, avant de reprendre finalement le poste qu'il avait à la chapelle Giulia, au sein de laquelle il officiera jusqu'à sa mort en 1594. Alors, ce rappel biographique un peu indigeste, pour montrer que Palestrina est un pur produit de l'Église catholique romaine et qu'il incarne l'excellence portée par les autorités religieuses de l'époque en matière de musique et de chant dans le cadre de sa liturgie. Mais si Palestrina se distingue par sa carrière hors norme en tant que maestro cantorum, c'est avant tout par la composition qu'il se fait remarquer par ses contemporains. Sa production est d'ailleurs conséquente, puisqu'elle se constitue d'une centaine de messes, de 2 stabat mater et environ de 250 motets.
Parallèlement à ses œuvres religieuses, il compose également environ 250 madrigaux, œuvres profanes, mais néanmoins spirituelles, alors en vogue à la fin du XVIe siècle, qui viennent compléter une œuvre déjà imposante, dont on trouvera la liste détaillée dans les 32 volumes des œuvres complètes de Palestrina, qui ont été publiées entre 1862 et 1907 par les éditeurs Breitkopf et Hertel. Alors, inutile de dire que sa postérité fut immense. De nombreuses générations de musiciens et de compositeurs se référant directement à son art, et ce, jusqu'au XIXe siècle, où son influence sur certains romantiques est palpable. En témoigne d'ailleurs Victor Hugo, qui n'hésitera pas à louer le compositeur italien dans un poème intitulé « Que la musique date du XVIe siècle », poème que l'on trouve dans le recueil « Les rayons et les ombres », publié en 1840. Alors, je cite quelques vers pour donner une petite impression, en tout cas la puissance qu'a exercée Palestrina sur Hugo. Je cite : « Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, je vous salue ici, père de l'harmonie, car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains, toute cette musique a coulé dans vos mains. Car Gluck et Beethoven, rameaux sous qui l'on rêve, sont nés de votre souche et faits de votre sève. Car Mozart, votre fils, a pris sur vos autels cette nouvelle lyre inconnue aux mortels. Plus tremblante que l'herbe au souffle des aurores, née au XVIe siècle entre vos doigts sonores, car maître, c'est à vous que tous nos soupirs vont, sitôt qu'une voix chante et qu'une âme répond. » Alors, le poème continue et évidemment continue sur cette tonalité qui fait que, évidemment, Hugo est absolument subjugué par la puissance de la musique de ce vieux maître italien. Alors il faut toutefois préciser qu'en un temps où le public n'avait d'oreille que pour Rossini et Meyerbeer, voire Offenbach, le fait que Victor Hugo fasse l'éloge de Palestrina, encore une fois, n'est pas anodin, car la connaissance de la musique du passé était assez exceptionnelle. Celle du XVIe siècle en particulier était perçue comme juste bonne pour les curieux d'antiquité musicale ou pour ceux qui étaient tout simplement musiciens, compositeurs ou chefs d'orchestre de formation et de métier. Et c'est bien parce qu'il était les trois à la fois, que Richard Wagner lui-même, non seulement connaissait très bien Palestrina, mais qu'il entreprit en 1848 d'arranger son Stabat Mater pour soliste et chœur double, dont l'exécution fut donnée pour la première fois le 8 mars de cette même année au théâtre de la cour de Dresde. Selon ses propres dires, Wagner aurait au cours de cet arrangement et pendant l'exécution de l'œuvre ressenti les frémissements, je cite, de la dévotion la plus sacrée et une joie artistique indescriptiblement édifiante. Bien des années plus tard, en 1879, à la suite d'un concert privé de composition de Palestrina donné à la maison du Festival de Bayreuth, Wagner dira encore que les longues notes de Palestrina sont des prismes qui défient l'éternité. Alors, pour souligner l'influence de Palestrina sur Wagner, on pourra consulter justement le philosophe et théologien Richard Bell, qui dans son ouvrage Wagner's Parsifal indique que Wagner se serait tout d'abord inspiré de ce travail d'arrangement du Stabat Mater pour le prélude du premier acte de Lohengrin, mais également puiserait dans l'art de Palestrina pour son Parsifal. La musique de Palestrina serait ainsi au centre de la conception wagnérienne d'une musique religieuse authentique, conception, comme nous allons le constater, qui est loin d'avoir échappé à Nietzsche. Alors, pour en venir à présent justement au rapport de Nietzsche à Palestrina, on pourra d'emblée comprendre pourquoi, dès la naissance de la tragédie et les notes préparatoires à son premier ouvrage, Nietzsche invoque le musicien italien, celui-ci étant adoubé par Wagner, qui n'est évidemment pas sans rapport avec le projet esthétique que porte notre philosophe à cette époque. Et en effet, Nietzsche va s'intéresser de près à Palestrina, comme l'attestent notamment les fragments posthumes de l'année 1871, année durant laquelle il élabore une théorie qui formera l'essentiel du chapitre 19 de la naissance de la tragédie, et dont la thèse principale est qu'il faut tout simplement anéantir l'opéra, plus précisément cette culture d'opéra qui serait née, selon Nietzsche, à la fin de la Renaissance et qui se serait développée jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de Wagner et de la rupture radicale que ce dernier opère en matière d'esthétique. C'est précisément dans ce contexte que la référence à Palestrina prend forme,
puisque dès le début du chapitre 19, Nietzsche pose la question de l'origine de cette culture d'opéra, qui se fonde sur ce qu'il appelle le style représentatif, et qui, précisément, introduit le récitatif en musique. Alors qu'au même moment, l'art de Palestrina, essentiellement versé dans le chant choral sacré, atteint son apogée. Pour mieux comprendre le reproche que Nietzsche fait à l'opéra, il faut revenir sur un point important d'esthétique qui traverse d'ailleurs toute la naissance de la tragédie et qui oppose les cultures tragiques que Nietzsche met en avant à travers l'union entre Apollon et Dionysos, et cette autre culture que Nietzsche qualifie de socratique ou d'alexandrine, qui domine l'Antiquité à partir du IVe siècle avant notre ère. C'est précisément sur le fond d'une opposition entre l'homme tragique de la Grèce archaïque et l'homme théorique de la Grèce classique, dont Socrate serait le premier ancêtre, que Nietzsche interprète ce qui se joue à la Renaissance, époque réputée pour être un retour à l'Antiquité et à l'esprit des anciens. Toutefois, cette Renaissance, selon Nietzsche, est totalement manquée, car en réalité, elle voit le retour de ce qui, dans l'Antiquité grecque, n'est pas proprement l'esprit des anciens Hellènes, mais une civilisation déjà pervertie par un esprit théorique et scientifique, incapable de saisir l'essence de l'art, et encore moins l'essence de la musique. Si Socrate est à l'origine de cette perversion, c'est surtout à Platon et à Aristote que l'on doit une conception erronée de l'art, selon Nietzsche, et a fortiori de la musique, puisque les deux philosophes vont fonder leur théorie esthétique sur la notion d'imitation, faisant de la musique non seulement un art mimétique à l'image de tous les autres arts, mais surtout faisant dépendre celle-ci de la parole et des mots, comme l'affirme Platon dans le livre 3 de la République, lorsqu'il définit la musique comme étant d'abord faite de paroles, d'harmonie et de rythme, et qu'il précise bien que l'harmonie et le rythme doivent s'accorder aux paroles et non les paroles à la mesure et à la mélodie. La question du primat du texte et de son intelligibilité sur la musique, qui ne doit être, elle, qu'un support, une décoration ou une imitation, est en l'occurrence au cœur des discussions de la fin de la Renaissance, comme l'atteste un long fragment posthume de 1871, dans lequel Nietzsche revient sur le débat qui agite les nouveaux chanteurs de l'époque, ceux-ci exigeant dorénavant d'être compris de leurs auditeurs, et ces derniers, les auditeurs, revendiquant également de comprendre le texte déclamé. Nietzsche, en l'occurrence, cite une lettre du comte Bardi d'Avergnaud adressée à Giorgio Caccini, dans lequel le comte écrit, je cite, « qu'autant l'âme est plus noble que le corps, autant les paroles sont plus nobles que le contrepoint ». Quelques lignes plus loin, Nietzsche, pour souligner cette nouvelle tendance, cite encore le célèbre chanteur de l'époque Jacopo Peri, qui affirme, je cite, « je ne me lasserai jamais de vanter cette façon si pleinement artistique de réciter en chantant ». Alors Nietzsche, sans s'arrêter à ce rappel relatif aux discussions de l'époque, qui ne cesse de répéter avec complaisance que le discours doit être imité par le chant, avec cette nouvelle exigence que le chanteur soit parfaitement compris, poursuit. Je cite le passage, la suite de ce fragment de 1871. « Est-il croyable, nous dit Nietzsche, que cette musique d'opéra, toute extériorisée et incapable de recueillement, ait pu être acceptée et choyée avec une faveur exaltée, comme la renaissance de toute véritable musique, par une époque d'où venait de s'élever la musique indiciblement sainte, au fond la seule musique classique, celle de Josquin et de Palestrina. Que dans la même époque et dans le même vouloir, à côté des voûtes de l'harmonie palestrienne que le Moyen-Âge chrétien tout entier avait édifié, se soit éveillée cette passion pour un genre à demi musical de paroles, je ne peux l'expliquer autrement que par l'essence du récitatif qu'il faut à présent exposer. » Je ferme les guillemets. Alors, l'ensemble de ce fragment, notamment ce passage, sera repris quasiment mot pour mot dans le chapitre 19 de la naissance de la tragédie, qui, de façon plus développée, formulera le problème en y incluant d'une part la culture socratique ou alexandrine comme étant le modèle de cette nouvelle conception, de ce nouveau goût musical, et en supprimant par ailleurs le nom de Josquin, le Josquin des Prés, pour ne retenir que le nom de Palestrina. On constate donc qu'à l'opposé de cette culture d'opéra et de ce nouveau goût pour le récitatif et le style représentatif,
siège dans toute sa grandeur Palestrina, lui le symbole d'une tradition tout entière aux antipodes de la nouvelle mode, celui qui par son art du contrepoint, de sa polyphonie et de son cœur sacré, donne sens précisément au recueillement, mais plus que tout assure le lien profond avec les forces de la vie. Dans la musique seule, nous ne sommes pas encore des hommes de science et d'histoire. Nous vivons encore avec Palestrina. Une preuve que nous sommes là, réellement vivants, affirmera Nietzsche dans un posthume un peu plus tardif. Soulignant la puissance d'une musique qui n'est pas corrompue par les nouvelles exigences des chanteurs et des auditeurs. Précisément, la musique de Palestrina échappe à cette exigence d'intelligibilité, tout entière plongée dans la polyphonie et l'art du contrepoint qui la constitue, même s'il faut préciser que l'Église, sous l'impulsion du Concile de Trente, exigera elle aussi, de la part de Palestrina, de se concentrer sur la compréhension du message religieux, en lui imposant de réduire drastiquement l'utilisation de la polyphonie, exigence à laquelle Palestrina se soumettra très tardivement, mais sans sacrifier la polyphonie, ni le contrepoint, c'est-à-dire la musique elle-même. Fait dont Nietzsche est parfaitement informé, puisque dans un fragment posthume de l'année 1869, où il évoque pour la première fois le nom du musicien italien, il revient précisément sur la pression que Palestrina subira de la part de certains cardinaux, l'obligeant à devoir faire une synthèse presque impossible qu'il réussira néanmoins à produire à son corps défendant, sans sacrifier bien évidemment sa musique. Alors, à ce point de l'analyse et sur cette question du rapport entre texte et musique, Nietzsche souligne une caractéristique commune, aussi invraisemblable que ça puisse paraître d'ailleurs, entre la poésie lyrique des anciens et cette musique religieuse dont Palestrina est l'illustre représentant. On peut lire dans une autre note posthume de l'année 71, la chose suivante. Ne s'agissait-il pas ici de parvenir à l'intelligence de ce qu'est le poète lyrique, soit l'homme artistique, qui doit se signifier la musique par la symbolique des images et des affects, mais n'a rien à communiquer à l'auditeur, et qui oublie même, noyé dans l'extase, ceux qui le côtoient et tendent une oreille avide. Et comme le poète lyrique chante son hymne, ainsi le peuple chante le chant populaire pour soi, par un élan intérieur, sans se préoccuper de savoir si les paroles en sont intelligibles. Pensons à nos propres expériences dans les domaines supérieurs de la musique artistique. Que comprenons-nous au texte d'une messe de Palestrina ? Nietzsche poursuit un peu plus loin. Or, l'opéra, selon les documents les plus explicites, commence avec cette exigence de l'auditeur, de comprendre les paroles. Quoi ? L'auditeur exige, il faut comprendre les paroles. Je ferme les guillemets. La position de Nietzsche est donc très claire sur la question de la relation texte-musique, confirmant une des thèses qui est énoncée très clairement dès le chapitre 6 de La naissance de la tragédie. La musique elle-même, écrit Nietzsche, dans sa souveraineté absolue, n'a pas besoin de l'image ni du concept, mais tolère seulement qu'il l'accompagne. La prééminence de la musique sur le texte se trouve, par le biais de Palestrina, confirmée. D'autant que c'est bien parce que les chanteurs et auditeurs de la fin de la Renaissance se lassent de cette musique ancienne, bien trop musicale pour eux, qu'ils vont réorienter leur goût vers le madrigal, puis vers les premiers opéras. Si Nietzsche, justement, dans un des fragments évoqués précédemment, citait le nom de Caccini, c'est bien parce que celui-ci va poser théoriquement de nouvelles exigences musicales à partir d'une réactivation du platonisme et d'une esthétique toute entière soumise à l'intelligibilité du texte. Auteur en 1601 des nouvelles musiques qu'il fait précéder d'un court traité, Giulio Caccini écrit justement « Ces très savants gentilshommes m'ont toujours encouragé et convaincu par des raisons très claires de ne pas priser cette sorte de musique qui, en ne laissant pas bien comprendre les paroles, gâte l'idée et le vers, en allongeant ici et en raccourcissant là les syllabes pour s'adapter au contrepoint, qui est une lacération de la poésie. Mais de m'en tenir plutôt à la manière si louée par Platon et d'autres philosophes qui affirment que la musique n'est pas autre chose que le texte, le rythme et enfin le son, et non le contraire. » Alors, comme le rappelle Martine Belland, qui cite justement ce texte dans un article consacré à l'anéantissement de l'opéra comme thérapeutique et critique chez Nietzsche,
Cet extrait montre tout d'abord que Caccini représente tout ce que Nietzsche critique dans la musique représentative, mais qu'il renie aussi, point par point, les caractéristiques propres à la musique de Palestrina. Caccini justifie rationnellement sa pratique de la composition récitative, cite Platon, critique le contrepoint, affirme que la musique doit agir sur l'esprit et parler sa langue dans sa composition comme dans sa réception. Contre Caccini et avec Palestrina, Nietzsche affirme au contraire l'autonomie de la musique, sa supériorité sur tous les autres arts, mais sans tomber dans un romantisme à la Novalis, qui revendique pour sa part le primat de la musique instrumentale sur le lied, ni dans un autre esprit, ni dans le formalisme que développera Edward Hanslick, qui dans son ouvrage intitulé « Du beau dans la musique », publié en 1854, auquel Nietzsche reproche de ne pas pouvoir se détacher justement d'une conception représentative de la musique et des présupposés originels de la culture socratique qui la fondent. Contre ces deux esthétiques, qui attestent pourtant chacune à leur façon du primat de la musique sur le texte, Nietzsche fait le choix, comme on l'a vu précédemment, de suivre Schopenhauer, qui affirme pour sa part que la musique est placée tout à fait en dehors des autres arts, et que nous ne pouvons plus y trouver la copie ou la reproduction de l'idée de l'être. Bien plus, si la musique est soustraite à l'imitation, Schopenhauer la considère dorénavant comme un langage universel, qui n'exprime jamais le phénomène, mais l'essence intime, le dedans du phénomène, la volonté même. La musique est l'expression du monde, non sa représentation. Thèse que reprendront à leur compte Wagner et Nietzsche, comme on le sait, mais qui, dans le cas de Nietzsche, va subir une transformation notable à partir d'Humain trop humain, comme nous allons le voir dans quelques instants. Mais avant d'aborder ce point, il faut conclure sur le rôle de Palestrina dans la naissance de la tragédie et comprendre qu'à travers lui, Nietzsche non seulement trouve le rempart idéal contre la culture d'opéra qu'il entend justement faire disparaître, mais surtout il montre que la Renaissance n'a rien fait renaître en matière musicale, puisque le sommet de la musique à cette époque provient d'une tradition qui est bien celle du Moyen-Âge. Palestrina, compositeur de la Renaissance, est le fruit tardif et le plus abouti de la musique médiévale. Face à lui, les compositeurs et madrigalistes italiens de la fin du XVIe siècle annoncent au mieux le retour d'un esprit décadent, propre à une certaine antiquité, qui n'a pas hésité à liquider la culture tragique pour mieux asseoir son esprit théorique, érudit et savant. En musique, la Renaissance est donc un échec, puisqu'elle ne revient pas à cette culture tragique qui forme l'essence de l'Antiquité, et que c'est bien l'art de Wagner, aussi anachronique qu'il puisse paraître dans ce contexte, qui incarne aux yeux de Nietzsche l'esprit tragique des anciens Hellènes, et que l'auteur du Ring, à ce titre, peut être considéré comme un authentique renaissant. Anachronisme, pourra-t-on objecter, qui n'est pourtant pas une lubie chez Nietzsche, qui déconstruit et reconstruit l'histoire de l'art à son gré, mais peut-être non sans raison. C'est bien ce que montre Humain trop humain, ouvrage dans lequel Nietzsche a considérablement évolué, notamment dans son rejet du wagnérisme, mais dans lequel on va retrouver à nouveau Palestrina, cette fois-ci dans une perspective très nouvelle, comme le montre le paragraphe 219 du premier volume, publié en 1878. Nietzsche écrit « La musique, expression de l'âme, prend naissance dans le catholicisme restauré après le Concile de Trente, grâce à Palestrina, qui fit passer dans les sons l'esprit de ferveur et d'émotion profonde éveillé à une vie nouvelle. Sans ce renouvellement profondément religieux, sans ces résonances d'une âme bouleversée de ferveur, la musique serait restée savante ou dans le style de l'opéra. Telle est la profondeur de notre dette, écrit Nietzsche, envers la vie religieuse. » Alors, la première remarque que l'on peut faire à la lecture de ce court passage est que Palestrina, ici, n'est donc plus tant considéré comme une fin ou comme un aboutissement que comme une origine. Qui plus est, comme origine de la musique moderne, c'est-à-dire comme musique expressive. Et c'était la ferveur religieuse que Nietzsche attribue ce renouvellement, c'est-à-dire à une certaine exaltation du sentiment et de l'émotion, contre une musique savante et érudite obsédée par l'intelligibilité, ou encore contre la musique profane de l'opéra, incapable de recueillement, prise qu'elle est dans les exigences du divertissement.
Nietzsche maintient donc toujours une opposition entre Palestrina et les représentants du madrigal et de l'opéra, mais celle-ci est déplacée sur la question de la transmission des émotions et de la capacité musicale à exprimer, à communiquer ce qu'il y a de plus profond dans l'âme. Comme le rappelle Olivier Ponton dans son ouvrage intitulé Nietzsche, philosophie de la légèreté, cette définition de l'artiste comme âme qui communique et se communique elle-même à d'autres âmes rappelle la description du processus de formation du cœur tragique dans la naissance de la tragédie. Palestrina renouvellerait donc cette capacité de communion et d'élévation des âmes que le cœur permettait dans la tragédie, en renforçant le sentiment religieux par le biais d'un nouveau cœur, celui de Palestrina, le cœur polyphonique sacré. Et ce n'est donc pas par les mots, mais bien par les sons, que Palestrina, encore une fois, arriverait à accomplir ce tour de force. Nous retrouvons ici le sentiment de Victor Hugo à l'égard de Palestrina et de la place qu'il lui attribuait dans l'histoire de la musique, faisant de lui le père de Mozart ou de Beethoven. Pour Nietzsche comme pour Hugo, Palestrina est donc un point de départ dans la façon dont la musique est à présent capable de restituer à travers le chant l'essence même de la vie. Mais peut-être devrions-nous préciser que cette restitution est d'abord et avant tout celle d'un certain type de vie, et non de la vie en général. Car s'il y a une évolution dans l'esthétique musicale de Nietzsche à cette époque, c'est bien parce qu'il remet en question le caractère universel de la musique tel que Schopenhauer l'avait affirmé en son temps et auquel Nietzsche semblait souscrire lui-même tout au long des années 70. Or, nous trouvons dans le paragraphe 171 d'Opinion et sentences mêlées le début d'une théorie qui vient d'une part confirmer que la musique n'est justement pas un langage universel et qui vient justifier d'autre part ces fameux anachronismes dont la pensée nietzschéenne use en matière d'esthétique. Nietzsche écrit dans le paragraphe 171 la chose suivante. Le paragraphe est un peu long, mais je le cite en entier parce qu'il est précieux. De tous les arts qui s'épanouissent d'ordinaire sur le terrain d'une certaine civilisation, chaque fois que sont données certaines conditions sociales et politiques, la musique est la dernière de toutes les plantes à faire son apparition, à l'automne, quand défleurit la civilisation dont elle relève, et alors même que s'aperçoivent déjà le plus souvent les premiers signes, les messagers d'un nouveau printemps. Parfois même, la musique est comme la langue d'une ère engloutie, sonnant au cœur d'un monde neuf et étonné. Elle vient trop tard. Un amateur de délicate comparaison pourrait dire ainsi que toute musique chargée d'un sens authentique est un chant du cygne. La musique n'est justement pas un langage universel, intemporel, comme on l'a dit si souvent à sa gloire. Elle correspond au contraire exactement à une certaine mesure du temps, un certain degré de chaleur et de sentiment qu'une culture bien distincte et déterminée définit dans le temps et l'espace reconnaît pour loi intérieure. La musique de Palestrina eût été parfaitement inaccessible à un grec, et en retour, qu'entendrait Palestrina dans la musique de Rossini. Je ferme les guillemets. Le statut de la musique évolue donc de manière significative, puisque Nietzsche l'arrache à l'universalité à laquelle elle était adossée dans l'interprétation qu'en donnait Schopenhauer. Mais plus surprenant, c'est que selon Nietzsche, la musique se différencie des autres arts dans la mesure où elle implique toujours un différé dans le temps, un décalage de sa puissance qui ne s'exprime toujours qu'à la fin d'une époque, voire même dans l'époque suivante. Dans ce contexte, Palestrina offre évidemment un exemple parfait pour montrer l'écart qu'il symbolise avec sa propre époque, à savoir la Renaissance, étant la voix sublime, sacrée et aboutie du Moyen-Âge. De même, pour Mozart, dont Nietzsche nous dit dans ce même paragraphe 171 qu'il est le grand classique par excellence, alors même que son époque est celle des Lumières. Cette dernière thèse, si elle semble apporter une nouveauté par rapport à la question de l'universalité de la musique, offre toutefois un écho à ce que Nietzsche écrivait déjà au paragraphe 19 de La naissance de la tragédie, et où il affirmait que toute forme artistique est la manifestation d'une certaine forme d'existence. De ce point de vue, Opinion et sentences mêlées reprend cette position tout en lui ajoutant l'élément du différé temporel, qui fait que la musique non seulement est la température d'une certaine époque, mais que son esprit ne peut se réaliser que lorsque cette époque elle-même est en passe d'être surmontée, voire déjà surmontée.
On soulignera également un autre élément essentiel dans cet extrait, c'est la façon dont Nietzsche cloisonne les différents musiciens, empêchant chacun d'entre eux de communiquer avec l'autre. Palestrina incompréhensible pour un grec, Rossini impensable pour un Palestrina. Se joue ici la question de la singularité de la musique, qui est propre à l'esprit de son temps et dont chaque musicien détient finalement le privilège exclusif. Mais se joue aussi dans cet extrait la question de la durabilité et de la solidité de la musique elle-même en tant que phénomène culturel, puisque Nietzsche n'hésite pas à affirmer dans la suite du paragraphe 171 qu'il est, je cite, « de la nature de la musique que les fruits de ces grandes années de culture s'affadissent plus précocement et se gâtent plus vite que les fruits des arts plastiques, ou même que ceux qui poussent sur l'arbre de la connaissance. De tous les produits du sens artistique de l'humanité, nous dit Nietzsche, les idées sont en effet ce qu'il y a de plus durable et solide. » Le renversement qu'opère Nietzsche ici est des plus intéressants. Car s'il fait des idées ce qui a le plus de chances de durer, et d'une certaine façon, Platon et Aristote témoignent à eux seuls de cette résistance des idées au temps, il souligne l'extrême fragilité de la musique dans sa capacité à affronter ce dernier. Et cette remarque est lourde de conséquences, car elle concerne au premier chef Wagner, dont le nom apparaît également dans ce même paragraphe 171. Si le premier opus du Main trop humain avait eu le nom de Wagner, et que le Voyageur et son ombre n'en fait pas non plus mention, il apparaît à 2 reprises dans Opinion et Sentence mêlées. Tout d'abord dans le paragraphe 134, où Nietzsche critique sévèrement la mélodie infinie dont Wagner est le grand initiateur, procédé qui oublie le rythme propice à la danse au profit d'une musique dans laquelle on nage et dans laquelle on finit même d'ailleurs par couler, dira Nietzsche. Puis, dans le paragraphe 171, dont on vient de lire plusieurs parties, où Nietzsche indique tout d'abord que l'esprit du wagnérisme mène, dans le sens de la réaction, la toute dernière campagne contre l'esprit de la philosophie des Lumières, d'une part, et où est posée la question de l'avenir de cette musique, d'autre part, l'avenir de l'œuvre d'art totale. Comme pour ses prédécesseurs, et peut-être plus tôt que ne se l'imagine Wagner lui-même, il se pourrait bien qu'il passe de mode, si bien qu'un beau jour, comme le formule Nietzsche, cet art sublime et merveilleux pourrait bien devenir tout soudain incompréhensible, disparaître sous les toiles d'araignée et l'oubli. Wagner, qui croyait ferme à sa musique comme musique de l'avenir, aurait donc le même destin que ceux qui l'ont précédé, succombant aux mâchoires voraces du temps et des modes sans cesse renouvelés. Alors cela étant, le paragraphe 171 d'Opinion et Sentence mêlées nous conduit à un fait textuel notable. Que les noms de Palestrina et Wagner se trouvent dans le même aphorisme n'est pas fortuit. Ils avaient déjà été rapprochés dans la naissance de la tragédie, Palestrina venant justifier la conception wagnérienne de la musique que Nietzsche défendait à cette époque. Et parce que Palestrina est depuis le début lié au maître de Bayreuth, c'est logiquement que Nietzsche rapprochera à nouveau les 2 musiciens, d'abord, comme nous venons de le voir dans le premier appendice du Main trop humain, puis dans Opinion et Sentence mêlées, et enfin, dans le cas Wagner, au paragraphe 6 de la lettre de Turin, rédigée en mai 1888. Et en effet, on constate que dans ce texte, non seulement Palestrina est convoqué à côté de Wagner, mais qu'il est surtout juxtaposé à celui de Parsifal, cet opéra que Nietzsche critiquera très vivement dans la mesure où il estime qu'avec cette œuvre, Wagner se renie en se jetant au pied de la croix chrétienne. Dans ce contexte, Nietzsche reproche à Wagner d'avoir abandonné la mélodie et la beauté au profit de la passion et de l'idéalisme. Faisant parler Wagner comme s'il s'adressait à de jeunes disciples, voire faisant parler les wagnériens eux-mêmes, Nietzsche écrit dans ce paragraphe 6 la chose suivante. Mais c'est avant tout la passion qui renverse. Entendons-nous sur la passion. On peut se passer de toutes les vertus du contrepoint. Il est inutile d'avoir rien appris. On sait toujours jouer de la passion. La beauté est difficile. Gardons-nous de la beauté. Et surtout de la mélodie. Calomnions, mes amis. Calomnions si nous tenons encore quelque peu à l'idéal. Calomnions la mélodie. Rien n'est plus dangereux qu'une belle mélodie. Rien ne perd plus sûrement le goût. Nous sommes perdus, mes amis, si l'on aime de nouveau les belles mélodies. Principe, la mélodie est immorale. Preuve, Palestrina. Application, Parsifal. L'absence de mélodie sanctifie même. Et c'est là la définition de la passion. La passion ou la gymnastique du lait sur la corde de l'enharmonie. Osons, mes amis,
osons être laids. Et Nietzsche de conclure, Wagner l'a osé. Alors, il est vrai que ce passage du cas Wagner est assez énigmatique parce qu'il fait trop vaguement et avec des involtures allusion à des problématiques assez complexes et sujette à des évolutions dans la pensée de Nietzsche, chose que nous avons essayé de montrer jusqu'à présent. Et si une lecture rapide et superficielle de ce passage pourrait conduire à l'interprétation selon laquelle finalement Nietzsche en 1888 rapproche Palestrina et Wagner pour mieux les congédier, il faut admettre qu'il n'en va pas ainsi, et que tout au contraire, il s'évertue à présent à arracher Palestrina de l'interprétation morale et idéaliste de Wagner. Alors, je tiens à préciser que l'ensemble des remarques qui vont suivre sont le fruit d'un échange avec Éric Blondel, qui justement a traduit le cas Wagner pour les éditions Flammarion, et qui m'a apporté un éclairage assez important sur ce passage plein d'ambiguïté, qu'il en soit donc vivement remercié. Mais reprenons point par point l'essentiel de ce paragraphe 6. Tout d'abord, Wagner a détruit la mélodie, qui pour Nietzsche, comme pour Palestrina, est porteuse d'expression et du sens de la vie, des affects et de la passion. Comment l'a-t-il détruit? En introduisant dans ses drames ce qu'il appelle la mélodie infinie, qu'Opinion et Sentence mêlée, comme nous l'avons vu précédemment, avaient déjà sévèrement critiqué. Or, la mélodie infinie, si elle rompt avec la proportion mathématique de temps et de puissance essentielle à toute rythmique digne de ce nom, fait également porter l'accent sur la répétition constante d'un bout à l'autre de l'œuvre, d'une même cellule mélodique indéfiniment variée et répétée, ce qui implique aussi une pratique constante de la dissonance. Répétition et dissonance, c'est-à-dire désarticulation de la ligne mélodique selon Nietzsche, qui raille l'expression mélodie infinie en la traduisant par mélodie interminable. La mélodie est immorale en ce sens, selon Wagner, du point de vue de Nietzsche. Car tout au contraire, pour notre philosophe, la musique comme construction repose justement sur la mélodie, qui est une structure permettant de donner une unité organique à l'œuvre musicale. Deuxième point, que Palestrina soit la preuve que la mélodie est immorale ne doit pas s'interpréter comme si sa musique était justement dépourvue de mélodie et qu'il se conformait lui-même à une morale, mais renvoie au fait que l'Église, comme nous l'avons vu précédemment, avait demandé au compositeur italien de renoncer à la polyphonie, Palestrina faisant office de résistant en réussissant à sauver sa musique face à la pression des autorités ecclésiastiques. À cet égard, Nietzsche reproche justement à Wagner d'avoir cédé, lui, au mélange des genres. Pour lui, le drame wagnérien n'est plus de la musique, c'est du théâtre où l'on parle trop, ce qui renvoie là aux critiques adressées à l'opéra dans La naissance de la tragédie, mais cette fois-ci appliquées à Wagner lui-même. À ce titre, le drame wagnérien est un pot pourri d'éléments hétéroclites, non une œuvre organique et musicale, comme peut l'être, à l'inverse, celle de Palestrina. Troisième point, la critique de l'abandon de la mélodie se combine ici avec le reproche fondamental évoqué plus haut dans le paragraphe 6, à savoir l'abandon du contrepoint, analogue à l'abandon de la polyphonie, demandé encore une fois par l'Église à Palestrina. La passion ici est opposée à la construction contrapontique, dont Palestrina est d'ailleurs le premier maître. Et cette passion est le nom frelaté donné aux affects décadents et hystériques, en particulier ceux des héroïnes wagnériennes et des femmes wagnériennes en général, comme le souligne le paragraphe 9 de la lettre de Turin et le second postscriptum du cas Wagner. Quatrième et dernier point, la référence à Parsifal, dans ce contexte, ne doit absolument pas être comprise comme une continuité avec Palestrina, mais comme sa contrefaçon dans la mesure où Wagner use dans son dernier opéra de toutes les ruses et astuces possibles pour faire croire à une religiosité qui n'est pour Nietzsche que dévotion bigote et pure nigauderie. Ici, Wagner n'est donc plus le grand enchanteur de la quatrième inactuelle, communiquant son âme à d'autres âmes, mais seulement un vieil enchanteur, un vieux séducteur, le grand propriété foncier au royaume des Sions, comme dira Nietzsche, dont l'art s'apparente essentiellement à une activité devenue commerciale. Dans ces conditions, Wagner ne saurait évidemment prétendre à cette pureté atteinte par Palestrina en son temps. Alors, je conclurai brièvement en disant que si la référence à Palestrina reste très rare dans le corpus nietzschéen, elle est néanmoins capitale en ce qu'elle accompagne toujours, ou en tout cas qu'elle vient toujours illustrer, les moments forts et les changements qu'opère Nietzsche dans l'évolution de son esthétique musicale, cette dernière se construisant dans le rapport complexe qu'il entretient avec le maître de Bayreuth.
Si le nom du compositeur italien était lié positivement à Wagner dans la naissance de la tragédie, et donc à la métaphysique de la musique de Schopenhauer, Nietzsche ne cessera par la suite de l'affranchir d'abord de l'esthétique schopenhauerienne, puis de Wagner lui-même, allant jusqu'à la retourner contre lui pour sans doute mieux se l'approprier et en faire un pivot essentiel de sa propre conception de la musique. D'abord parce que Palestrina correspond en grande partie à l'esthétique musicale nietzschéenne qui ne cesse de souligner l'importance de l'harmonie et du rythme et surtout l'existence dans la création musicale d'un équilibre entre la recherche rationnelle d'une belle forme et l'abandon de la rationalité dans l'extase, mais aussi parce que Palestrina incarne une forme de communication se fondant sur un état esthétique qui est justement le sommet de la communicabilité et de la transmissibilité entre êtres vivants. État esthétique qui sera d'ailleurs pensé par Nietzsche, comme le rappelle un posthume tardif de l'année 88, comme étant la source de toutes les langues. Je vous remercie.